Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. 1937. Drôle d'année pour un communiste. Nous sommes dans le passé, à l'époque stalinienne. 1937. Une excellente année pour Vladimir. Bon, d'abord, au mois de janvier, il était devenu officier de l'armée rouge. En mars, on l'avait nommé colonel. Maintenant, il était l'un des plus jeunes gradés de la Loubianka, endroit où l'on démasquait les traîtres. Tous les matins, un chauffeur venait le chercher dans son nouvel appartement moscovite. Le parti lui avait également promis une datcha, où il pourrait se reposer le week-end. Vladimir n'était pas pressé. Il n'avait aucune envie de se reposer. Assis, seul sur le siège arrière de la voiture, il sentait le regard respectueux et craintif du conducteur au travers du rétroviseur. Il n'en revenait pas. Officier, lui, le fils de Moujik, qui n'avait jamais connu que son village, la faim et les coups de knouk que son père lui administrait le soir pour se détendre. La révolution avait pris son temps pour changer sa vie. Elle avait procédé par étapes. Les révolutions procèdent toujours par étapes. D'abord, son père avait profité du désordre pour devenir le propriétaire du domaine que ses ancêtres cultivaient depuis la nuit des temps. Leur situation matérielle s'en était trouvée grandement améliorée. Vladimir n'eut plus faim. Par contre, les coups de knout avaient continué. Sa famille s'était enrichie à un point tel que son père s'était acheté, il n'y avait pas d'autre mot, une domestique. Elle s'appelait Tania. Ses longs cheveux noirs cernaient de grands yeux verts magnifiques. Comme elle était petite, elle avait tendance à lever le menton, ce qui lui conférait une certaine classe. Elle devait avoir 15 ans et avait échoué au village, victime de la guerre civile. Elle avait expliqué en détail le massacre de sa famille dans le dessein d'attendrir le père de Vladimir. « Vous cherchez du travail ?» lui avait-il demandé d'une voix paternelle que Vladimir ne lui connaissait pas. « Oui. » Elle avait l'air navrée. Visiblement, on ne l'avait pas préparée à cette destinée. Très vite, Vladimir avait eu de la compassion pour la jeune fille. Il l'avait protégée des avances de son père, désireux de pratiquer le droit de cuissage. Capable de battre n'importe qui, le paternel avait une peur bleue de sa femme. Aussi avait-il besoin de prétextes pour s'approcher de la jeune fille avec le plus de discrétion possible. Cette nécessité avait permis à Vladimir de déjouer ses tentatives sans en avoir l'air et de développer ainsi avec Tania une complicité qui aurait dû inévitablement déboucher sur un grand amour. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver dans le grenier et de s'amuser sur la paille. D'abord très prudents, ils avaient fini par s'habituer à venir là toutes les nuits, et lorsqu'ils avaient été surpris, leur premier étonnement avait été de constater, à son air stupéfait, que le père n'était pas au courant. Rouge de colère, il s'était mis à frapper à l'aveuglette avec le fouet qu'il réservait d'habitude aux chevaux. La jeune fille avait couru, et le père avait continué à battre Vladimir, qui essayait vainement de se protéger. Tout à coup, on avait entendu un cri. Tania avait trébuché. Elle était tombée tête la première par la trappe du grenier. Elle n'avait pu se rattraper à l'échelle et était morte sur le coup. Le père avait constaté le décès avec une froideur qui faisait encore frissonner le jeune commissaire d'aujourd'hui. Le paternel avait pris le corps, l'avait jeté dans un trou qu'il devait reboucher de toute façon, s'était tourné vers son fils et, en guise de condoléance, lui avait lâché « Ça te servira de leçon ». Le jeune homme avait pleuré des semaines entières, refusant d'adresser la parole à son père, puis à sa mère lorsqu'il avait constaté qu'elle s'était réjouie de la mort d'une jeune fille susceptible de briser son couple. Après cet événement, il n'avait plus reçu de coups. Visiblement, son paternel aurait voulu lui parler. Mais il n'en serait jamais question. À Moscou, les événements s'étaient précipités, et la révolution, d'abord favorable aux paysans, s'était retournée contre eux. On les accusait d'affamer les villes. Il fallait sanctionner. Aussi curieux que cela puisse paraître, les révolutionnaires ignoraient que pour récolter, il fallait d'abord semer. Et pour semer, il fallait conserver une partie de la récolte. Conservation que ces jeunes idéalistes considéraient comme du vol. Ils allaient de bourg en bourg confisquer les surplus.
Devant cette adversité absurde, les hommes du village avaient compris la nécessité de s'organiser s'ils voulaient éviter la misère. Le père de Vladimir, devenu un peu leur leader, avait pris sur lui de cacher le blé indispensable pour ressemer l'année suivante. 1 an venait de s'écouler depuis la mort de Tania. Vladimir s'était mis à haïr tous ces gens coupables de respecter un assassin. Lorsque les gardes rouges étaient venus réquisitionner le blé, tous avaient juré qu'ils avaient tout donné. Vladimir avait conduit les gardes à la réserve de son père. Comme punition, presque tout le village avait été emmené en Sibérie, et Vladimir, devenu héros du peuple, avait intégré l'armée rouge. Il n'avait pas hésité à accepter l'invitation. D'abord, elle le protégeait d'éventuelles représailles, puis il savait que le village, ou ce qu'il en restait, n'aurait plus rien à manger l'année suivante. Je ne sais pas lire, avait-il avoué à ses nouveaux compagnons. Il savait, grâce à des confidences de Tania, que ce handicap le ferait apprécier davantage. « On t'apprendra », avait répondu celui qui se faisait appeler camarade-chef. Il les avait suivis. Connaissant le monde rural et ses cachettes, il s'était rendu tellement utile que 2 mois plus tard, il était devenu à son tour un camarade-chef. 1937, année très difficile à vivre pour les marxistes, pensa le professeur Tinov. À 63 ans, il lisait la Pravda et essayait de comprendre. À 20 ans, il avait découvert les théories de Marx et d'Engels et y avait tout de suite adhéré. Jeune homme sensible à la misère humaine, il avait découvert dans le marxisme une réponse scientifique à ce problème apparemment insoluble. Depuis des siècles, on pratiquait la charité, et depuis des siècles, la plupart des gens vivaient une existence misérable. Non seulement le marxisme expliquait pourquoi les gens mouraient de faim, souffraient sans soins, étaient exploités et acceptaient parfois leur exploitation, mais il disait comment les souffrances s'arrêteraient et l'expliquait par un processus scientifique inexorable. Être marxiste, c'était tout simplement connaître le sens de l'histoire pour en accélérer par une action révolutionnaire le processus, afin que la société idéale, c'est-à-dire sans classe, où tout le monde mangera à sa faim, arrive le plus vite possible. Il avait adhéré au Parti communiste en 1905 et participé dans l'enthousiasme à la Révolution d'octobre. Plusieurs fois, il lui avait été donné de croiser Lénine, dont la dureté l'avait souvent effrayé. Ses origines expliquaient ce réflexe contre la violence. Issu d'un milieu bourgeois, il lui était impossible, malgré tous ses efforts, de se séparer de certains réflexes de classe. Le marxisme possédait ce côté confortable des doctrines capables de tout expliquer, même les hésitations de ses partisans. Lénine aussi était fils de bourgeois, mais son génie résidait justement dans sa capacité de deviner la conscience de classe des prolétaires. Le prolétaire, lui, n'avait pas d'effort à faire pour sentir le vent de l'histoire, il la portait en lui. Si le parti avait triomphé devant une adversité 10 fois plus forte, c'était parce que sa direction avait su faire confiance aux masses prolétariennes. La victoire du Parti communiste prouvait la validité des théories marxistes. D'ailleurs, Tinov constate avec plaisir que de plus en plus de prolétaires occupaient les postes de direction, ce qui évidemment garantissait la bonne marche de la révolution. À la mort du guide, il avait soutenu le bon sens de Staline, qui s'opposait à Trotsky, désireux d'exporter la révolution par une politique aventuriste. L'opposition typique entre un homme issu du peuple, qui a une réaction de classe, et un intellectuel qui rêve en prenant ses désirs pour des réalités. Par chance pour le parti, Staline l'avait emporté. Chance d'autant plus grande que l'historien qui sommeillait en lui savait que les révolutions débouchaient en général sur une dictature. Le dictateur était presque toujours un général victorieux pendant la période révolutionnaire. En empêchant Trotsky de devenir le Napoléon ou le Cromwell de la Russie, Staline avait rendu un immense service au parti. Cette victoire fut à l'origine des premières purges qui touchèrent leurs compagnons. Monsieur le professeur les avait approuvées, car il pouvait les expliquer scientifiquement. Il avait beaucoup de mal à comprendre celle qui se déroulait en ce moment. Mais comment expliquer que ce colonel Roustov, qu'on venait de fusiller, avait pu avouer espionner en faveur des nazis pendant plus de 10 ans? S'il n'y avait que lui, mais c'est par centaines qu'on les découvrait, et qu'ils avouaient. Comment le marxisme pouvait-il expliquer ça? Puis comment expliquer cette peur soudaine qui avait envahi tout le pays? Le chemin pour le paradis était peut-être rocailleux, mais à ce point-là, tout le monde tremblait. Même lui, un des plus vieux militants du parti, toujours dans le camp des vainqueurs, n'était plus sûr. D'ailleurs, il n'osait partager ses doutes avec personne, en dehors de Tikhanovitch, son ami d'enfance et de lutte. Leur discussion lui semblait indispensable, car tous deux essayaient de comprendre, en scientifique, en marxiste,
ce qui se passait. D'un côté, il y avait la science, qui donnait un sens à l'histoire, et le parti, qui ne pouvait pas se tromper. De l'autre, demeurait cette impression d'injustice et ce sentiment d'incompréhension. Voilà ce à quoi il pensait depuis des semaines. Impossible de songer à autre chose. Pourtant, il essayait. Mais chaque fois, la réalité le renvoyait à ses pensées qui le déstabilisaient. Aujourd'hui encore, alors qu'il faisait beau, que le printemps embellissait les filles, il ruminait en parcourant la Pravda, assis au bar de l'université. Plongé dans le journal, il ne vit pas les 2 membres du NKVD s'approcher de lui. Ils interrompirent brutalement sa lecture et l'invitèrent à les suivre sur un ton qui ne souffrait aucune discussion. La voiture du camarade colonel responsable des interrogatoires entrait dans la Lubyanka. L'annonce de son arrivée se propagea dans tout son service. Il ouvrit lui-même sa voiture en signe de simplicité prolétarienne et vit son second courir à sa rencontre. Ils avaient un point commun. Leur promotion fulgurante s'expliquait par les purges qu'ils étaient chargés de poursuivre. Leur mission était simple et le faisait sourire intérieurement. Repérer les hitléro-trotskistes qui avaient tenté de saper les bases de la révolution et d'assassiner le camarade Staline. Suivi de son adjoint, il se dirigea vers son bureau, appréciant à son passage les gardes à vous des soldats qui protégeaient le bâtiment. Il ne parlait pas et son second respectait son silence. Ce dernier devait se demander pourquoi son patron exigeait qu'il vienne à sa rencontre. La raison en était simple. Vladimir se savait sur un siège éjectable. Le jour où personne ne viendrait l'accueillir, il saurait que ce serait son tour. Car il en était convaincu, ils y passeraient tous. En attendant, fallait faire de son mieux. Il s'assit, regarda son second et demanda « Alors, qui a-t-on arrêté aujourd'hui ?» Son assistant lui remit une liste composée de 7 hommes et de 2 femmes. « C'est tout ?» s'étonna Vladimir. Sa question fit frissonner son collaborateur qui, invité à citer les noms, parla d'une voix tremblante. Quand il arriva à Sonia Roustov, il crut bon d'ajouter qu'elle était très mignonne. « Nous terminerons par elle. Dis qu'on la ménage, » ordonna Vladimir. Il sourit et ponctua son propos d'un clin d'œil complice. Ce clin d'œil fut le bienvenu car, sans lui, son collaborateur aurait vécu toute la journée dans l'angoisse. Il le congédia en l'informant qu'il assisterait à quelques interrogatoires l'après-midi. En attendant, conclut-il, ne ménagez pas ces vipères du brick. Il prit un temps et ajouta « Sauf mademoiselle Roustov ». Un dernier sourire complice qui offrit à son collaborateur une journée sans l'ombre d'un tremblement clôtura leur entretien. Vladimir avait goûté ce chaud et froid qu'il pouvait faire jouer à loisir sur son adjoint comme sur tous les gens qu'il rencontrait et qui connaissaient son grade et sa fonction. Il devait être, avec Staline, un des seuls à ne pas ressentir cette angoisse qui les paralysait tous, car tous tremblaient, même ceux qui dînaient tous les soirs avec le petit père des peuples. Vladimir aurait dû trembler aussi, mais il se considérait comme mort, donc il n'avait rien à perdre. Quand il rêvait, c'était à cette pauvre Tania, la seule personne qu'il avait jamais aimée, morte alors qu'elle n'était même pas menacée. Il pensait parfois à son village. Ceux qui avaient échappé au goulag avaient disparu l'année suivant son départ dans une épidémie causée par les défenseurs du peuple. Il songeait parfois à son père, décédé en Sibérie, à cause peut-être de la seule bonne action qu'il ait jamais accomplie. Il n'avait aucune nouvelle de sa mère et n'en voulait recevoir aucune. Tout cela était absurde. La seule question qu'il se posait était « la vie est-elle absurde parce que le parti l'a voulu ou le parti est-il absurde parce que la vie est absurde ?» Il mourait sans connaître la réponse. Les autres croyaient servir le sens de l'histoire. Lui savait qui il servait. Un Dieu qui s'appelait absurde. Et il ne se contentait pas de le servir, il l'adorait. Cette divinité qui avait donné un sens à la mort de Tania dirigeait les pas du parti. Dès son engagement, alors qu'il venait de dénoncer son père, il l'avait entreaperçu. L'absurde suivait les pas de ces jeunes hommes qui croyaient servir le peuple alors qu'ils transportaient la mort partout où ils allaient. Pour se faire bien voir, il suffisait de dénoncer. Il fut un des premiers de son groupe à découvrir des traits dans le parti lui-même. À l'époque, ce genre de dénonciation était rarissime. Trouver des communistes trahissant le peuple semblait impossible aux participants à la première vague révolutionnaire. Mais pas à lui. Pas un représentant du Dieu absurde. D'ailleurs, ces trahisons, soi-disant inimaginables, étaient maintenant devenues monnaie courante. Il devait bien rire des anciens villageois en voyant arriver dans les camps les plus vieux compagnons de Lénine. D'ailleurs, il avait dénoncé tous ceux qui avaient arrêté ses parents, en espérant qu'ils se rencontrent. Ce dévouement lui avait donné ses galons de colonel. Puis
il avait eu besoin de certitude. C'est absurde. Était-il un vrai Dieu ou y avait-il un sens secret à cette ineptie? Pour découvrir la vérité, il était entré à l'école des cadres du parti. Là, il avait compris l'origine de tout. Un tissu de blabla, inventé par des intellos torturés qui n'avaient jamais vu une vache de leur vie et qui avaient trompé leur ennui en pondant des théories. Théories que Vladimir avait apprises et brillamment dégobillées. À chaque examen, il avait triomphé. Contrairement à ses camarades, jamais une objection, jamais une interrogation. Il était capable d'expliquer marxistement le plus petit article de la Pravda. C'était tellement facile quand on n'y croyait pas. Je ne suis pas marxiste, pensait-il souvent. Cette pensée le rendait fier. Il regardait alors la photo de Staline pendue au mur et songeait « toi non plus ». De ça, il en était convaincu. Cette année 37 lui en apportait presque la preuve. Le parti, après avoir éliminé toutes les forces vives du pays, s'attaquait à ses propres enfants. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci, Dieu absurde n'exigeait pas de sacrifier quelques opposants qui, un jour, avaient douté de la validité d'une virgule posée dans un texte fondateur. Non, cette fois, il voulait la peau de ceux qui avaient toujours été dociles, de ceux qui avaient prouvé cette docilité en dénonçant la plus petite déviance. Telle était leur mission, à eux, de la nouvelle génération. Ils avaient un point commun rare dans l'histoire, être arrivés très jeunes à de très hautes fonctions. Leur mérite n'était pas grand, les autres étaient morts. Il sourit en pensant que certains de ses collègues misaient sur leur longévité. « On est là jusque dans les années 70, murmura son second un jour de beuverie. Pauvre con. Il ne savait pas que pour justifier son existence, le Dieu absurde exigerait bientôt leur sacrifice. Son adjoint ignorait ou ne voulait pas savoir que leur tour viendrait. Lui le savait, et cette perspective ne le dérangeait pas. Un jour, on l'arrêterait. Il avouerait tout de suite. Inutile de souffrir. L'avantage du poste qu'il occupait était de lui permettre de savoir exactement ce qu'il fallait dire pour être fusillé immédiatement. Naturellement, en avouant, il en ferait tomber quelques-uns. Dans l'attente de sa chute, il calmait son agressivité héréditaire sur des prisonniers et sa libido sur des prisonnières. Une par jour, et jamais deux fois la même. Sincèrement, monsieur le professeur Tinoff ne comprenait pas ce qu'on lui voulait. On l'avait jeté sans ménagement dans une cellule avec une dizaine de personnes. Il y avait là deux brutes épaisses qui avaient décidé de violer une jeune fille qui résistait avec désespoir dans l'indifférence générale. Monsieur le professeur s'était interposé. Était-ce l'âge, la fatigue, ou la crainte que le vieil homme puisse encore avoir du pouvoir? Toujours est-il qu'il les avait calmés avec une incroyable facilité. Il avait aidé la jeune fille à se rhabiller. Maintenant, elle se confiait. Elle lui avoua s'appeler Sonia Roustov et lui dit ignorer pourquoi elle était là. Âgée d'environ 15 ans, elle ignorait visiblement la mort de son père exécuté la veille. Il lui demanda de confirmer qu'elle était bien la fille de cette victime. Elle acquiesça et se mit à charger son père. Bien sûr, il avait trahi le parti, mais elle ne l'avait su qu'après son arrestation. Elle était intarissable. Comment à 15 ans aurais-je pu deviner que mon père était un abominable traître alors que le parti lui-même l'ignorait? Croyez-moi, camarade, je suis une bonne révolutionnaire. Soudain, le professeur comprit. Il mit sa main sur la bouche de la jeune fille et lui parla tout bas. Vous n'en pensez pas un mot. Seulement, vous me prenez pour un mouchard, mis là pour vous faire parler. Et c'est ce qu'ils ont également pensé. Il regarda les deux brutes immobiles. La jeune fille se mit à pleurer. Il la prit dans ses bras. Elle retrouva du courage. Mon père est un bon communiste, et je le défendrai jusqu'à la mort. Il ne sut que dire. Son père fusillé, c'était la pire des défenses qu'elle pouvait adopter, alors que celle qu'elle avait choisie avant son intervention pouvait lui sauver la vie. Plus il attendait, plus la jeune fille prenait de l'assurance. Elle se convainquait maintenant qu'elle écrira à Staline pour lui dire la vérité. La seule manière de la faire changer d'avis était de lui dire que son père était mort. Mais comment annoncer ce décès à une jeune fille, surtout dans l'état où elle se trouvait? Il allait se décider lorsque la grille s'ouvrit et qu'il fut appelé. Comme il hésitait, on le prit sans ménagement. Il allait crier la vérité lorsqu'il vit les deux brutes se lever pour se diriger vers la jeune fille. Il les regarda et leur cria « Vous la touchez? Vous êtes mort !» Déjà, il sortait de la cellule. Il fallait qu'il dise à la jeune fille que son père était décédé et qu'elle devait le charger si elle voulait sauver sa peau. On refermait la porte du cachot. Il eut juste le temps d'articuler « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Vladimir termina un déjeuner qu'il trouvait excellent. Savoir qu'on va mourir, n'être attaché à personne, lui permettait de goûter pleinement les petits plaisirs de l'existence. Il aimait manger à 14 heures.
C'était en réaction contre un ordre de son père qui avait toujours exigé qu'on déjeune à midi. À ses collaborateurs étonnés, Vladimir avait justifié son choix en affirmant que les habitudes bourgeoises avaient toujours une justification chrétienne. Il avait avoué qu'il n'en était pas sûr, mais dans le doute, préférait prendre ses précautions. Tout le monde prit soin d'applaudir son esprit révolutionnaire. Plus tard, lorsqu'ils apprirent que le camarade Staline n'avait pas d'heure fixe pour manger, il réunit ses collaborateurs et leur déclara « Voyez, camarades, l'exemple vient de haut. » Depuis, plus personne dans son service ne mangeait à midi. Bien fait pour son père. Personne ne déjeunait avec lui, il l'avait interdit. Une chaise vide était sa seule compagne, et il imaginait sa Tania assise face à lui. Tous les jours, il déjeunait avec elle. Il lui disait à quel point tous ces salauds étaient méchants et qu'elle avait eu finalement de la chance de ne pas avoir connu la vie de son pays. Elle lui répondait qu'elle l'aimait et qu'elle l'attendait. Alors, monsieur le professeur? L'interrogateur prononçait professeur avec un incroyable mépris. Je vous écoute. Pour la 100e fois, l'autre répondit qu'il n'avait rien à déclarer. Il leur criait qu'il avait toujours été marxiste, qu'il avait été contre Trotsky et qu'il n'avait jamais été un contre-révolutionnaire. Au début, les questions avaient été polies, presque gentilles, entre camarades. Puis le ton, devant sa mauvaise volonté, s'était durci, et maintenant les baffes pleuvaient. Ils saignaient, avaient mal, et l'autre lui disait qu'ils avaient tout le temps. Finalement, monsieur le professeur explosa. « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»« C'est à vous de nous le dire. » Vladimir avait articulé cette phrase en entrant. C'était un classique. Il attendait parfois plusieurs minutes derrière la porte afin de pouvoir lâcher cette réplique qu'il appréciait par-dessus tout. Les tortionnaires se mirent au garde à vous. Il s'avança le plus lentement possible et s'adressa à ses compagnons. « Voyons, camarades, vous avez tort de vous énerver. » Il s'approcha du professeur qu'il reconnut. « Excusez-les, professeur, mais il faut les comprendre. Ils savent tout de vous. Ils savent tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit. Ils connaissent tous ceux que vous avez rencontrés. Tout ce qu'ils demandent pour que cette pénible séance cesse, c'est que vous le confirmiez. »« Mais je n'ai rien fait, pleurnicha l'accusé. » Vladimir prit la feuille que lui tendait son second et la lut. Il s'agissait des aveux de Tikhanovitch, qui reconnaissait avoir entendu son collègue tenir des propos contre-révolutionnaires. Vladimir observa le désespoir s'emparer du visage du fier professeur. Ils offraient tous la même physionomie lorsqu'ils découvraient la trahison d'un ami d'enfance, d'un camarade de lutte, d'une épouse ou d'un fils. « C'est lui qui parlait », dit le professeur miteux. Vladimir eut un sourire de mépris. De tous les suspects, les intellectuels étaient les plus lâches. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour se retourner contre son compagnon de lutte. Comme chaque fois qu'il observait de près la lâcheté humaine, il songea à Tania et se dit que ces salauds ne lui arrivaient pas à la cheville. Il demanda d'une voix très douce « Vous avez entendu M. Tikhanovitch tenir des propos contre le parti ?» L'autre hésita. Il se rendait compte qu'il était en train de dénoncer un vieux camarade. « Parle !» Une immense gifle accompagna cette parole. Vladimir insista. « Oui ou non ?» L'autre fit signe oui de la tête. Il l'interrogea alors sur la nature des propos. Chaque fois que le professeur hésitait, il recevait une baffe. Il lui suffisait de bouger affirmativement la tête pour que la torture cesse. Les aveux s'accumulaient, et lentement, une conversation entre deux amis émettant quelques doutes sur l'évolution du parti devint une conjuration exprimant la nécessité d'assassiner le camarade Staline. Naturellement, tous ces propos étaient attribués à Tikhanovitch. Le professeur n'avait rien dit. « Je me sauve en le tuant », pensa-t-il, et les larmes lui venaient. « Vous reconnaissez donc avoir eu connaissance d'un complot contre le camarade Staline et avoir tu cette information ? Si ce n'est pas de la complicité, je me demande ce que c'est, » conclut Vladimir. Le professeur le regarda, perdu. Vladimir observa le triomphe de l'absurde. Ce vieillard, qui n'avait jamais rien fait d'autre qu'enseigner, qui n'avait même pas résisté à un petit interrogatoire, allait être accusé d'avoir tenté d'assassiner le secrétaire général du Parti communiste du RSS. Il eut du mal à ne pas éclater de rire en se rappelant ce professeur qui lui expliquait quelques années plus tôt la lutte des classes. Il n'était même pas capable de tenir la craie convenablement. Il en mettait sur tout son costume. Maintenant, il avouait qu'il allait tuer Staline, et tout le monde allait le croire. Devina-t-il ses pensées, ou essayait-il tout simplement de découvrir le dieu absurde ? Toujours est-il que monsieur le professeur déclara, difficilement, car une dent venait de tomber, « J'ai connu Lénine ». Vladimir tendit l'oreille. «
Vous avouez que vous avez trahi Lénine aussi? L'autre se démena une demi-heure pour prouver qu'il n'avait pas dit ça. Vladimir s'amusait à répéter que c'était ce qu'il avait entendu. Naturellement, tous les autres confirmaient. Vladimir n'était jamais aussi bon que lorsqu'il s'agissait de torturer ces intellos qui les avaient mis là où ils étaient. Tout d'un coup, les yeux du prof s'ouvrirent et le fixèrent. « Je vous ai eu comme élève. » Il se rappela soudain le petit paysan à qui, 10 ans plus tôt, il avait appris les rudiments du marxisme et dont il avait admiré l'intransigeance révolutionnaire. Les autres regardèrent leur chef. Une telle phrase pouvait le mettre en accusation et il risquait de l'accompagner dans sa chute. Vladimir sourit, en pensant que son heure avait peut-être sonné. « C'était où ?» demanda-t-il calmement. L'autre répondit. « L'école des cadres, en 1922. » Vladimir sourit. La mémoire de monsieur le professeur lui faisait défaut. Il se trompait de 5 ans. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il en était presque déçu. « Quelle est la personne qui vous a nommé à ce poste ?» Vladimir, par jeu, tentait un qui tout double. Si le prisonnier répondait Staline, Vladimir et tous les gens présents étaient foutus, à l'exception du premier qui les dénoncerait. Le dénonciateur bénéficierait d'un sursis. Sursis momentané, car la première chose que ferait le successeur de Vladimir serait de le faire arrêter. Le professeur murmura « Zinoviev ». Il avait dit ça parce que c'était la vérité. Tous les tortionnaires présents respirèrent. Zinoviev avait été fusillé après avoir reconnu de multiples crimes. Vladimir, souriant de la frayeur qu'il avait provoquée chez ses collaborateurs, conclut « Vu les aveux du traître Zinoviev, je crois, camarades, que nous avons mis la main sur un complot. » Tous se montrèrent très satisfaits. Mettre la main sur un complot vous assurait quelques semaines d'impunité, le temps que vous trouviez les complices. Vladimir regarda son second. « Tu consulteras mon dossier. » L'autre voulut protester. Vladimir continua. « Ainsi, tu constateras que ce traître a menti. Je ne l'ai jamais rencontré. En 1922, j'étais à la campagne. » Vladimir signa la condamnation à mort de son ancien professeur et sortit. Son second le suivit. Dans le couloir, son adjoint lui demanda s'il fallait établir une liste des élèves du condamné. Vladimir comprit la menace. Son second avait-il deviné la possibilité d'une erreur de l'accusé ou agissait-il ainsi par excès de zèle? Toujours est-il qu'il constituait maintenant un danger. Vladimir songea qu'il avait été imprudent d'affirmer n'avoir jamais rencontré le professeur. Il était fréquent que, par désespoir ou vengeance, des prisonniers chargent leurs tortionnaires. Bien sûr, on ne les croyait pas, mais l'administration pointilleuse conservait tous les témoignages pour le cas où. Vladimir lui-même possédait un dossier qui contenait les dénonciations que les torturés avaient faites contre ses collaborateurs. Ainsi gardait-il sur chacun d'eux la possibilité de les faire tomber. Il répondit calmement « Oh, je crois qu'il faudra le faire, mais je dois d'abord en référer au lieu. Attends et tiens-toi prêt à agir. » Tu viens de signer ton arrêt de mort, pensa-t-il. Ce soir, il préparerait un dossier contre tous ceux qui avaient assisté à la scène. À sa tête, il crut à tort que son collaborateur sentait la menace. Il va se battre, songea Vladimir. Ses combats le fatiguaient. Heureusement, il avait ce moments de détente. Il demanda « Comment va notre prisonnière ?»« Elle maintient que son père est innocent. »« Elle ne le maintient pas, elle le hurle. S'il est innocent, il faut le ressusciter. » Le second sourit trop bruyamment à ce trait d'humour. Ce rire forcé augmenta encore la méfiance de Vladimir. Tout cela le fatiguait. « Je vous laisse seul ?» demanda son collaborateur d'une voix complice. « Je préfère, sourit-il. »« Bon amusement !» crut bon d'ajouter son adjoint qui s'apprêtait probablement à aller le dénoncer. Il entra. La jeune fille était nue, attachée sur une table. Lorsqu'elle le vit, elle souleva le menton comme pour le défier. Il la regarda, surpris. Elle avait de longs cheveux noirs, de grands yeux verts, magnifiques. Elle ne devait pas être très grande. Il resta silencieux plusieurs secondes, et ce menton qui le fixait. « Tania ?» articula-t-il. Dehors, le second ne se doutait absolument pas du danger qui pesait sur ses épaules. Son patron était un révolutionnaire tellement dur que l'idée de le dénoncer ne pouvait germer chez aucun de ses subordonnés. Comme d'habitude, il colla son oreille sur la porte pour entendre les cris de la victime et les vociférations du chef. Pour rien au monde, il n'aurait raté ce spectacle. Cette fois, il n'entendit rien pendant plusieurs minutes. Puis soudain, un coup de feu. Il ouvrit. Vladimir était mort.